je passerai pas ma présentation, je vais essayer de condenser tout ça avec quelques notes que j'ai prises. Vous savez que le règlement LTIF a pour but d'acheminer l'épargne européenne vers des investissements européens à long terme dans l'économie réelle. Une fois qu'on a dit ça, de quoi s'agit-il? Les LTIF, ce sont des fonds fermés, sauf dérogation, qui s'inscrivent dans le cadre de la directive AIFM et qui pourront se commercialiser en intracommunautaire auprès d'investisseurs de détail comme de professionnels. C'est ça, justement, l'une des particularités et d'intérêt. Donc les LTIF sont d'abord des FIA de l'Union européenne, gérés par des gestionnaires de fonds alternatifs. Donc les règles de gestion et de commercialisation ainsi que la prestation transfrontière sont celles de AIFM. En revanche, la commercialisation intracommunautaire auprès d'investisseurs de détail conduit à avoir des règles particulières. Comme je disais, les LTIF sont a priori des fonds fermés, mais des fonds, ça peut aussi être des fonds ouverts par dérogation, à condition de limiter les possibilités de rachat à une part des actifs liquides des fonds. Sur les règles d'investissement, donc 70% de leur capital dans des actifs éligibles, notamment des instruments de capitaux propres, de dettes ou des prêts, auprès de PME ou des actifs physiques, et le reste devant être dans des actifs liquides, de détail un peu plus loin. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc oui, un LTIF, pour aller plus vite, ne doit pas se livrer à des ventes à découvert d'actifs. Un LTIF, la prise d'exposition directe ou indirecte sur la matière première n'est pas possible. Les opérations de crédit ou d'emprunt de titre de plus de 10% de l'actif non plus, et ne peuvent pas faire de dérivés sauf couverture. Ça, c'était pour les règles concernant la gestion. Concernant les obligations de transparence et de protection des investisseurs, il y a des contraintes additionnelles sur les dépositaires en cas de commercialisation auprès des investisseurs de détail. Alors, ce qui est important, c'est qu'en plus de respecter les règles de transparence prévues dans la directive AIFM, les LTIF doivent publier un prospectus. Donc aujourd'hui, les FIA de droit français ne publient pas de prospectus. Donc ça va être un point important. Puisque les LTIF devront publier un prospectus dont le contenu devra comporter toutes les informations de la directive du règlement prospectus. Et dans le cadre de la commercialisation d'un LTIF auprès d'investisseurs de détail, le LTIF devra publier en sus un document d'information clé conformément au règlement PRIPS et se conformer aux dispositions de la directive UCITS. Vous voyez l'addition de trucs dont on a déjà parlé. D'ailleurs, je précise dans ce cas que la règle interdisant la décharge de responsabilité du dépositaire et la réutilisation des actifs s'appliquera lorsque le LTIF sera commercialisé auprès de personnes physiques. Donc, un petit détail. Voilà. Que dire? Oui, c'est écrit aussi, le gestionnaire de LTIF ou distributeur, ça pose toujours la question du distributeur, devra s'assurer qu'un investisseur de détail n'investit pas un montant supérieur à 10% de son portefeuille financier dans des LTIF et que le montant initial placé n'est pas inférieur à 10 000 €. Alors, good luck pour les distributeurs. Ce genre de choses, ce genre de règles, quand on ne parle pas d'un LTIF, de LTIF, bon voilà. Bon, les SPAC, bien sûr, fait des travaux, je passe parce qu'ils ne sont pas encore précisés. Je passe ce point-là aussi. Alors, quelles sont les difficultés et les enjeux de la, non pas transposition, mais de l'adaptation de ce règlement, parce que c'est un règlement en France? Donc, il y en a plusieurs. D'abord, comme je l'ai dit, c'est ce qui concerne la directive prospectus. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit jusqu'à présent, la majorité des fonds français ne sont pas considérés comme des fonds fermés au sens juridique et donc ne sont pas soumis à la directive prospectus. Donc demain, la plupart des FIA français qui voudront avoir le label, ce qu'on appelle ça un label LTIF, devront faire un prospectus. Quant au DC, le problème, c'est qu'on a, bon, c'est un petit problème de date, parce que l'entrée en vigueur du règlement, c'est le 9 décembre prochain, alors que l'entrée en vigueur, enfin, il y a un problème de date entre le DC PRIPS, etc. Bon, ce qui est plus ennuyeux, c'est qu'il faudra sans doute adapter le DC PRIPS aux besoins de LTIF. J'avoue que j'ai pas très bien compris, mais j'ai compris qu'il y avait un problème. Donc je le signale.
Ensuite, quelles sont les difficultés du règlement LTIF pour les fonds déjà existants? Alors, vous savez que l'une des principales particularités du règlement LTIF, c'est de permettre aux fonds de consentir des prêts. Tout le monde dit, ah, une nouvelle exception de monopole bancaire, etc., etc. Tout le monde se focalise là-dessus. C'est vrai. Alors, j'attire votre attention sur le mot consentir, qui ne veut pas dire acquérir, et sur le fait que quand je consens en prêt, c'est que grosso modo, je fais du prêt sur un marché primaire et je n'achète pas une créance non déchue. Donc, petite difficulté, c'est que la plupart des fonds de droit français qui font des créances, justement, ils achètent des créances non déchues, par définition, ils ne consentent pas de prêt. Donc voilà, il faudra voir comment on traite ces fonds français aujourd'hui, qui sont plutôt des investisseurs dans des créances que dans des consentir des créances. Là-dessus, on aura une petite réflexion à avoir sans doute avec les SMA. Je rappelle que les parts de FIA non agréées LTIF ne sont pas éligibles à l'actif d'un LTIF. Donc les parts de FIA non agréées LTIF, c'est possible, bien évidemment, ne sont pas éligibles à l'actif d'un LTIF. Il y a la question du ratio maximal d'emprunt et de liquidité et limitation de rachat. Vous savez qu'on a un double curseur en quelque sorte. Un LTIF ne peut pas emprunter plus de 30% de la valeur de son capital et ne peut pas emprunter pour prêter, j'y reviendrai. Et d'autre part, un LTIF ne peut pas avoir plus de 30% de liquidité, puisque au moins 70% de son capital doit être investi. Alors, tout ça vise à limiter l'effet de levier, très bien, mais les fonds français ouverts aux investisseurs de détail ont beaucoup de liquidités et ne limitent pas les rachats. Et inversement, les fonds réservés aux investisseurs professionnels ont largement recours aux effets de levier. Donc il faudra sans doute un peu adapter les conditions de politique d'investissement des fonds français par rapport à ces ratios d'emprunt. Un gérant ne peut pas investir dans un FIA et un LTIF qu'il gère dans le même actif. Ça, c'est la règle de conflit d'intérêt qu'on trouve à l'article 12 du règlement LTIF. Bon. Aujourd'hui, la rédaction du règlement LTIF ne vise pas l'émission d'obligations. Vous savez que les organismes de titrisation peuvent émettre des parts et ou des obligations. Question, est-ce qu'on va pouvoir émettre des obligations quand même? Alors je peux comprendre que l'AMF se rapprochait de l'ESMA pour répondre à cette question un peu sémantique. Quant à la possibilité pour les fonds actifs de consentir des prêts, là-dessus il faut être assez précis. Donc, tout ça c'est dans l'article 10 du règlement qui précise que l'échéance du prêt ne dépasse pas la durée de vie de l'actif. Déjà ici ça veut dire qu'il n'y a pas de transformation de maturité. L'article 16 précise que l'emprunt de liquidité ne peut pas avoir pour but de consentir des prêts. Donc ici, c'est l'impossibilité de recours à l'effet de levier. Et le règlement LTIF limite très strictement les rachats, ce qui exclut la transformation de liquidité. Donc on n'est pas en train de faire... le LTIF, c'est pas un shadow banker, si vous voulez. Parce qu'il n'y a ni création monétaire, ni transformation de maturité, ni effet de levier. Donc ce point est très important. Parce que parfois certains le voient comme étant le Graal pour faire ce que les banques peuvent faire et on va en faire comme les banques. Non, 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 pas du tout. Je rappelle aussi qu'un LTIF ne peut prêter qu'à des entreprises qui sont des entreprises non financières et non cotées et une capitalisation boursière inférieure à 500 millions ou des entreprises financières qui investissent exclusivement dans des actifs physiques. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup de limitations. Alors quand on va adapter adapter nos règles de droit français par rapport au règlement, il y a plusieurs possibilités qui sont cumulatives, non exclusives, mais peut-être cumulatives, je ne sais pas, on verra ce que décide l'AMF, et ce matin encore il y avait à la commission consultative de l'AMF une discussion sur ce point-là. Donc, première approche, c'est de dire que l'agrément LTIF des fonds qu'on appelle autres FIA, donc FIA par objet, qui répondrait aux critères du règlement LTIF. En clair, des SCI, des SAS, des SCR, tous ces autres FIA, donc des FIA par objet, pourraient ipso facto être un LTIF. Très bien. Deuxième possibilité, encore une fois non exclusive de la première, l'ouverture du règlement LTIF à une partie seulement de la gamme des FIA français existants, nécessitant, le cas échéant, des adaptations législatives ou réglementaires. Alors là, il faut être un peu plus précis. Pour les fonds de capital investissement, FCPR, FCPI, FIP, FCPI, etc., a priori, pas besoin de modification pour agréer ces fonds LTIF, ça a l'air de marcher. C'est plus compliqué pour les fonds immobiliers, notamment pour les OPCI ou les OPPCI, puisque les OPCI grand public ne seraient pas compatibles avec le règlement LTIF, qui
comme vous le savez, requiert 70% d'actifs à long terme, à l'exception de certains OPCI, et puis en plus, les autres PPCI, eux, utilisent un effet de levier important, etc. Donc la situation est un peu plus compliquée pour les OPCI et les OPPCI. Quant aux SCPI, il semblerait au contraire que là, ce soit plus facile de leur donner le label, c'est comme ça qu'on dit, LTIF. Bien après, la question dans la gamme des fonds, donc j'ai parlé des fonds d'investissement, j'ai parlé d'immobilier, maintenant tout ce qui est titrisation et autres. Ici, donc, on a la société de libre partenariat, on a les FPS et les OT. Donc la question qui se pose, d'abord, avant la question qui se pose, c'est que s'il y a des instruments de la gamme FIA qui sont le plus proche possible de la logique du LTIF, c'est bien cela, puisque un LTIF peut prêter, et justement l'idée ici c'est bien de permettre à prêter aux PME. Donc on voit que ce soit la société libre partenariat, dont je rappelle qu'elle est classifiée comme un FPS, ou les FIPS ou de manière générale les OT, ceci devrait répondre à l'objectif de LTIF. Mais le problème, c'est que, comme vous le savez, ces instruments, FIPS, fonds professionnels, il y a un P, il n'y a pas écrit fonds de détail. Donc on va peut-être changer de nom, parce que dès lors qu'un FIPS pourrait être ouvert au détail, puisque c'est possible pour un LTIF, non seulement il faudra changer de nom, mais il faudra sans doute adapter un petit peu les règles concernant les FIPS. Donc il y a les contraintes liées à la commercialisation auprès d'investisseurs de détail qui se posent pour le label LTIF pour ces FIPS. Reste enfin une dernière option possible, qui est encore une fois éventuellement cumulative avec le reste, c'est de dire bon, on va créer une catégorie de fonds autonomes dans la gamme déjà existante. Et en clair, on va dire, on va prendre un truc qui s'appelle la SICAF, parce que c'est un vieux machin de 45, il n'y a plus qu'une seule SICAF qui existe aujourd'hui. On va lui dire, bon ben voilà, la SICAF, c'est le futur instrument LTIF idéal. Donc on changerait profondément la réglementation applicable aujourd'hui de l'ordonnance de 45, codifiée dans le CONOFI, et on ferait de la SICAF l'instrument parfait du LTIF. Bon, on va peut-être demander l'avis de la dernière SICAF existante, enfin bon, mais ça pose juste un petit problème, c'est que ça ne sera sûrement pas fait avant le 9 décembre, pour une raison relativement simple. D'abord, il n'y a pas de, comme on dit, de véhicule législatif, mais surtout, les dispositions fiscales applicables à la SICAF ne sont pas très compatibles avec les dispositions fiscales de l'ELTIF. Donc il faut adapter tout un régime fiscal de la SICAF unique, j'allais dire, pour en faire un bon LTIF, parce que sinon ça ne sert à rien. Donc voilà, très rapidement brossé sur le LTIF. Il y a beaucoup de consultations, l'AFG travaille beaucoup, l'AMF a lancé des groupes. L'objectif de l'AMF est de labelliser, puisque c'est le terme, certaines gammes de fonds d'ici la fin de l'année, pour qu'en décembre de cette année, lors de l'entrée en vigueur du fonds, ceux qui le veulent puissent déjà faire labelliser leur fonds comme LTIF et ainsi le commercialiser en intracommunautaire. Merci beaucoup, c'est très clair dans le propos, même